Non, mais là, on est en direct comme ça, toujours aussi professionnel, là. Ouais. Faut s'excuser parce qu'on a perdu du temps. Tu es allé te peigner et moi d'enlever de l'herbe Ouais, dans les c'est cheveux, quoi. ça. Ça Voilà. je sais Bonjour, bonjour à tout le monde. On a raté une semaine, mais bon. 2 semaines. Bon, 2 semaines, on a Ouais, raté deux diffusions. Bah, pourquoi? Parce que bah, les Canadiens travaillent 3 mois par an et ça a commencé, quoi. ben oui, Voilà, donc on est un peu débordé, on s'excuse. Toi, tu repeins la pelouse et moi, je ouais, l'attends. exactement. Voilà. On risque de changer de chaîne aussi parce que tu es un dangereux terroriste quand même au Québec. Ouais, Ça... c'est le burlesque, la burlesquerie de cette semaine. J'ai reçu un coup de téléphone d'une officine gouvernementale canadienne, là, un genre de Gestapo moderne, qui me fait part que j'étais officiellement sur une liste de terroristes potentiels, d'espions ou tout du genre, là. Il y a un Mm. mot, il y a quelque chose qui les a dérangés dans toutes mes farces, là. Juste une chose, on dirait, mais là, c'est officiel. Je suis. Bon, Ah, c'est vrai. Mais là, puisqu'ils sont peut-être à l'écoute, Denis, ça me tente d'ajouter quelque chose à mon dossier. Parce que oui. quand j'avais 6 ou 7 ans, j'ai déjà des pétards à mèche, là. Je crois que j'en ai allumé 8 ou 10. Je lançais ça par terre sur le balcon. Fait que je ne sais pas s'ils veulent ajouter ça, là, parce que c'est quand Ouais, même. fais gaffe parce que s'ils ont une photo de toi avec un pétard quand tu étais petit, ça craint. Non, parce qu'on est quand même sacrément fliqué, quoi. Mais sacrément fliqué. Et même quand on est sacrément fliqué, il y a en plus des emmerdeurs. Donc, on a ouvert le bistrot avec les. Oh là, j'ai les mains. Je les ai brossées, hein, c'est la terre. Donc, on a commencé avec un terroriste et puis on le terminera par moi, qui est un autre genre de problème de mec qui jure sur l'évangile que je suis un menteur et qu'il a Ah, écrit dans son bulletin. Donc à la fin, on répondra à ce prêtre, diacre, on lui bon. répondra. Voilà. Et en attendant, bah, on va envoyer notre générique habituel, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses quand même depuis combien? 3 semaines, 4 semaines qu'on n'est pas là, quoi. Je crois que ça fait un mois, là, Ah, ça fait un... environ, là. Bon, de toute façon, il y aura des trous. Hein, là, là, il va y en avoir. Donc, allez, on demande le générique au barman. Ouais, il l'a déjà Ouais, parce envoyé, le qu'il- barman. il a cessé sa grève, hein, donc normalement, Ouais, ça doit marcher, quoi. Hein. on l'a payé plus cher, là. Ouais, il faut le payer plus cher, là, les gars. 2 Donc, bières de plus. d'ailleurs, tu vois, il n'envoie pas le générique. Ouais, mais moi, je vais l'envoyer, là, puis en espérant qu'il n'y ait pas de lag, on envoie ça immédiatement. Ça va bien aller, ça va bien aller. Je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. Parce que c'est notre projet. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les fondera. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donnent des fêtes et qui entretiennent des cadins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Oh, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne, oh, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les fondra. La 300 ans qui font la guerre, au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever de misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne, ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les fondra. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là.
Et elle arrive. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous vous êtes bien payé nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Où est mon peuple? Mon bon peuple! Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Tadam, c'est pas beau ça. Bon, ben voilà, la démocratie, les droits de l'homme, les élections, enfin toutes ces joyeusetés, quoi. Ben on a eu la mascarade, tout le monde l'a vu. Bon, il y a quand même des perles à garder, quoi. Hein, voilà, ça c'est. Bah ouais, nous tous. Le retour des 30 Glorieuses. Le retour. Et puis alors là, il n'y a pas de honte. Hein. Bruno Le Maire, avant les élections, c'est le retour des 30 Glorieuses. Hein. Bon, alors ça, je vous en fais grâce parce que y en a qui sont quand même pas mal. Le Parti communiste, là, ah, lui, là, c'est mon favori, je crois. Là. Ah, c'est un ouais. premier ministre, là. Alors maintenant que vous avez eu les élections, Ah, le jeune premier. ouais, lui, il est pas mal avec sa petite étoile, là. Oui, Fabien Roussel, la France des jours heureux avec une petite étoile ou les Free Kentucky. Est-ce que c'est décent? Est-ce que c'est décent de choisir un slogan comme ça? Je me demande. Dans l'état actuel de la situation, bon, lui, pareil, voilà, nos vies valent plus que leurs profits, c'est déjà dit. La perle du jour, on vous l'offre. Les écolos tartuffes. Faire face. Alors lui, il est écolo et il est pour le gaz de schiste américain. Hein? Vous en avez entendu parler un peu au Canada, là? Oui, c'est très écologique, la façon d'extraire ça. Là. La nappe phréatique n'est pas en danger avec ça. L'empoisonnement, bon, c'est bon. Ouais. Donc, voilà, bon, alors pour ceux qui vont... Bon, allez, je crois qu'aujourd'hui, on vote en France, je ne sais pas, je suis au courant de rien. Donc, voilà. Et maintenant, donc, ils sont en train, je ne sais pas quoi, de faire l'union des gauches pour mettre un mec de gauche ministre de Macron. Bon, elle, quand même, ah ouais. ça, il fallait avoir le courage. Il fallait avoir le courage de faire la manche. Quand même. Ouais. Hein? C'est rendu à combien les dons là, pour cette pauvre personne? Bah, ça avance pas vite parce qu'elle a refusé un don de Sarkozy et qui était un gros donateur. Il donnait 1 000 € quand même. Ah, 1000. Voilà, bon, il y a notre préféré, quoi, non, le vrai, quoi, qui avait envoyé 10 balles, quoi, Jean Lassalle, quoi, hein, qui a fait plus qu'elle, d'ailleurs. Non, la mascarade est terminée, le carnaval des promesses est terminé, et le problème, c'est que maintenant va être constitué en France un gouvernement qui sortira des législatives, puisque si M. Macron n'obtient pas la majorité absolue à la Chambre, bah, il va falloir cohabiter. Donc, en plus, c'est presque, on se demande presque si c'est pas joué, parce que Mélenchon, il se présente même pas aux législatives. C'est-à-dire, il est bizarrement presque sûr
d'être le futur ministre de la France. Donc, c'est un petit peu pour cette raison que, une fois que le blabla électoral est terminé, on a préparé une autre petite vidéo pour parler de la synchronicité Mélenchon, Macron, et puis tous les guignols qui vous promettent que ça ira, ça ira, ça ira. Ça, c'est bien allé, là. Alors, bien entendu, tout le monde a oublié ce qui s'est passé pendant le Covid. Tout est effacé. Tout est effacé. On a rouvert Babylone, donc on oublie tout. On prépare les vacances en France, les turpitudes, les bacchanales, quoi. Et puis ça va leur donner le temps de synchroniser leur point de vue pour un problème qui est quand même très grave, très grave. C'est quand même celui de la guerre en Ukraine, parce que a priori, on nous explique que Poutine c'est le mal absolu et que les Américains c'est le bien absolu. Donc on vous a mis pendant la chanson soi-disant les rois nous faisaient faire la guerre. Là maintenant ils nous envoient au massacre. Ils nous envoient au massacre. Ils l'ont fait déjà 2 fois, en 39-45 et 14-18, où on s'est battu pour la haute finance internationale et pour le partage du pétrole. Donc c'est tout à fait d'actualité. Et on fera remarquer également aux auditeurs, comme par hasard, que cette affaire de gaz, les Américains, dès le commencement du gazoduc Nord Stream, avaient dit non, celui-là, il ne coulera pas. Ouais, Joe Biden. Biden. On disait qu'il était comme genre de devin, là, on a de quoi pour l'arrêter. C'est comme s'il appartenait à eux d'une certaine façon, que les Allemands n'ont pas un mot à dire, on dirait. Là. On dirait, mais il faut dire qu'ils nous ont emmenés dans tellement de mascarades, parce qu'on a droit aux crimes contre l'humanité, mais de façon journalière, quoi. Hein. Mais bon, et les enfants yéménites, non, avec des armes américaines, non. Hein. Personne n'a rien vu, là. Non. Fait qu'on met-tu notre petit Mélenchon comme ça, on l'ajoute, on va le faire parler un peu. Il va nous dire qu'il est très différent de la ligne Macron. Ah, il est très différent de la ligne Macron. Très, très différent. On va le mettre, là. Ouais, on va mettre. Notre pays n'a dit à aucun moment qu'il envoyait des canons. Pourquoi? On a reconnu qu'on envoyait des canons. Mais c'est pas un jeu, bon sang. On est à 2 doigts d'une guerre. Évidemment. Alors on va aller dans une émission de divertissement, dire ouais, on envoie des canons, on envoie tout. Vous êtes devenus fous. Mais quand vous avez un Gugus qui vous menace de la guerre nucléaire en face, vous réfléchissez quand même au niveau du risque que vous prenez. Voilà, le président de la République, vous avez peut-être remarqué, mais depuis qu'il agit sur l'Ukraine, vous ne m'avez pas entendu le critiquer. Par tous les moyens, il faut que ce type remballe son matériel et repart. 2 questions. Il est j'ai fait réplique au chanoine de Latran. C'est un discours, une conférence que j'ai été prononcée au siège du Grand Orient de France, rue Cadet. D'abord, le parallélisme m'amusait, pardon la mégalomanie. Lui, il va. Bon, qui se l'a fait annoncer que c'est un fan du Grand Orient puis des Lumières et tout le kit. Là, la vidéo a été saccadée, puis je pense qu'il méritait juste ça, lui, qu'on ne voit pas son visage. Voilà, donc on constate quand même que par quel miracle d'une élection de personnages aussi soi-disant opposés sont autant synchro en ce qui concerne la guerre et qui nous vend la soupe américaine. C'est que pour un ancien trotskiste, ça c'est fort de café, quoi. Les causes de cette guerre, bon, on sait très bien que les Américains la voulaient, on sait très bien que les Américains l'organisaient en Ukraine depuis l'histoire de la Crimée et déjà des révolutions colorées là-bas. On sait très bien que les Américains se sont servis de l'Ukraine. Alors ceux qui veulent se renseigner, bon, il y a l'histoire des labos, mais il y a beaucoup d'autres choses également. On ne sait pas encore qui c'est qu'on va harponner dans les sous-sols d'Azov, à Mariupol. Bon, il y a quand même des ingrédients assez dangereux. Donc, je rappelle aux Français, et puis à nos amis canadiens aussi, quoi, quand même, qui se tiennent prêts, parce que nous, on a élu des fous qui veulent arrêter Poutine, qui serait soi-disant fou. Bon, moi,
je sais pas, mais il me semble quand même que Poutine, il est gentil, quoi. Hein. Les gens savent-ils au moins qu'il continue et il a livré tout l'hiver du gaz à l'Ukraine pour pas qu'ils aient froid. Alors, je crois qu'on peut envoyer l'autre vidéo puisque c'est factuel, quoi. Voilà ce qu'il dit Poutine, quoi. Le grand méchant Poutine, on l'écoute, là. Là, on ne l'entend pas, là, mais on peut le lire. Bon. C'est la suite qui ne sera pas drôle parce qu'il faut entendre ce que la personne dit. Là, attends un petit peu, je vais le supprimer. Hey, barman, auriez-vous l'obligeance de réintroduire cette vidéo pour voir si ça va fonctionner avec de l'audio, s'il vous plaît, avec une bière, si possible? Peut-être faut faire gaffe, hein, il fait peut-être encore grève, hein, si ça se trouve. Ouais, ça se peut. Peut-être qu'il vient de quitter, là, il a appris qu'on était des pestiférés. Là. Bon, on recommence le tout. Là. J'ai aujourd'hui signé un décret qui établit les règles du commerce du gaz naturel avec les États dits hostiles. Nous proposons aux contreparties de ces pays un schéma clair et transparent. Si ces paiements ne sont pas effectués, nous considérons qu'il s'agit d'un défaut de paiement de la part des acheteurs avec toutes les conséquences qui en découlent. Personne ne nous vend quoi que ce soit gratuitement et nous n'allons pas faire de travail caritatif. Autrement dit, les contrats existants seront arrêtés. La source du problème, c'est qu'en fait, l'Europe et les États-Unis ont fait quelque chose d'assez incroyable. Ils ont volé la moitié du trésor national russe. La Russie s'était constitué un trésor d'environ 600 milliards d'euros ou de dollars, c'est-à-dire les réserves de change qui permettent au pays de tenir en crise, de payer des importations, etc. Or, l'Europe et les États-Unis ont gelé les avoirs russes, donc 300 milliards en dollars et en euros. Et donc, ça veut dire que les Russes n'ont plus accès à la moitié de leur trésor national. Et d'ailleurs, Biden explique que pourquoi pas l'utiliser pour reconstruire l'Ukraine. Donc là, ça serait un vol pur ce serait de et la simple. spoliation. Ouais. C'est de la spoliation. D'ailleurs, juridiquement, ça pose un problème pour les monnaies américaines et européennes parce que qui veut investir dans des pays qui sont prêts à voler l'argent du pays? Et l'autre problème, c'est que quand les Russes vendent leur gaz aux Européens, c'est en euros. Mais les Européens disent, non, on vous gèle vos euros. Donc c'est comme si, effectivement, comme le dit Poutine, en fait, ils vendent leur gaz, mais ils ne sont pas payés. De l'argent dans une caisse trouée, quoi. Exactement. Et donc c'est pour ça que ils ont coupé le gaz à la Pologne et qu'ils risquent de couper le gaz à l'Europe si on continue à faire les malins avec la Russie. Donc vraiment là, on est dans une bataille géopolitique et en fait, les Américains sont en train d'y perdre en fait là-dessus et les Européens aussi parce que finalement, on se croit plus puissant qu'on est. On est de moins en moins puissant face à la Chine, aux pays émergents. Il y a un rééquilibrage du monde et on veut jouer notre puissance à ce moment-là. Et que nous disent les autres? Ils nous disent non, pas question, vous allez trop loin. Et en fait, ils s'allient ensemble fondamentalement et c'est un effet boomerang de cet abus de puissance qu'on cherche à imposer aux autres. Et surtout, Zelensky se fout de nous, le gouvernement ukrainien. Parce qu'en fait, il explique aux Européens, arrêtez d'acheter du gaz russe. Mais lui continue de l'acheter pour sa population, qui n'est alimenté qu'en gaz russe par un gros gazoduc qui le traverse. Et en fait, ils continuent à l'alimenter. Ils ont pu se sauver pendant cet hiver. Et en plus, ils touchent des redevances chaque fois qu'il y a du gaz russe qui passe vers les États-Unis. De toute manière, on le sait, tout ça, ce sont à mon avis, des scripts qui sont écrits par les États-Unis et qui sont recrachés par Vladimir Zelensky. Alors, on voit justement dans ce que vous venez de nous expliquer qu'à aucun moment Poutine a voulu couper le gaz à l'Ukraine, par exemple. Non, il l'a pas fait. Hein. Pour ce que je sais, ils ont encore pu se chauffer, sinon on les aurait entendus vu qu'ils étaient très très froid et ça aurait été un problème. Et ils sont extrêmement dépendants du gaz russe qui en plus, je crois, est vendu moins cher qu'aux autres pays en signe d'aide à l'Ukraine. On n'a rien, si on coupe le gaz russe maintenant, on est vraiment à poil, il n'y a plus rien. Quoi. Je veux dire, je ne sais pas comment on chauffera l'hiver prochain. Je ne sais pas comment on chauffera l'hiver prochain. Alors, moi, on a été bien clair dans le bistrot, nous, on n'est d'aucun parti, on n'est pour personne. Mais quand même, je trouve, sympa Poutine quand même, il se bat contre les Ukrainiens et il leur coupe pas le gaz quand même. Presque, ça sent presque un scénario où on nous prend pour des cons, quoi. Et en attendant, cet hiver, les gars,
soi-disant, cet hiver, parce que là, il y a déjà la Pologne, il y a un autre pays, il y a 2 pays. La mascarade, elle ne va pas durer ad vitam aeternam. Et cette guerre, de toute façon, les Américains, c'est très clair, ils ont donc décidé de sacrifier les Ukrainiens jusqu'à la dernière goutte de sang, les Européens jusqu'au dernier centime. Mais le scénario, il ne va pas s'arrêter là. Les Américains, ils vont balkaniser. Ils vont leur faire un Afghanistan. On va livrer. On a quand même, les Américains annoncent quand même 20 milliards d'armement direct et plus d'aide indirecte, et on en rajoute, et tout le monde en rajoute tous les jours. Des milliards. L'Occident rajoute des milliards et des milliards d'armements. Mais bien sûr, c'est pour la liberté, c'est pas pour les néoconservateurs américains, ni pour les marchands d'armes américains et du monde entier. Non, 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 pas du tout. Ça n'arrange personne. Les gens ont encore oublié combien on nous a vendu au cartel pharmaceutique américain et devraient s'intéresser sur les statistiques du nombre de gens morts en bonne santé. Voilà. Ouais. De 14 à 40 ans, je crois que c'est 25% d'augmentation. Oui. Donc, on peut dire aussi que si ils ont pris le risque d'un tel scandale, c'est qu'ils savent qu'ils jouent un scénario court, qu'ils iront pas, qu'ils seront pas, parce que là, c'est vrai qu'il y a des gens qui croient que ça finira au tribunal de La Haye international, etc. Non, c'est parce que le scénario qui joue, il est court, et un hiver sans gaz, c'est long, parce que nos chers amis américains vous ont peut-être pas dit qu'ils vont nous vendre, bon, bien sûr, le gaz beaucoup plus cher, qu'ils vont détruire la planète, mais ça ne choque personne, puisque pour faire plaisir à Dupont de Nemours, on a un continent de merde en plastique dans les océans. Ça c'est pas un crime contre l'humanité. Pour faire plaisir au cartel agricole, quoi, de agrobiologique, etc. C'est-à-dire que soit au niveau des semences, des engrais, etc. C'est un cadeau qu'on a fait aux Américains. On a sacrifié le monde à Monsanto. Je crois que c'était le précédent bistrot où on parlait de l'état de la planète. Oui, puis comme les écolos, là, ils mentionnent jamais, ça c'est un petit détail comme ça en passant, tu sais, le nombre de masques là, pour nous protéger notre vie qui est par terre. Là. Ouais. On se promène, il y en a partout, mais ça, on ne les entend pas parler là-dessus. Non, nos écologistes, ils vont voter pour avoir du gaz de schiste américain. Ouais, voilà. Le gaz de schiste est tellement dangereux que les Anglais qui n'ont plus de pétrole en mer d'Iroise, c'est fini, qui n'ont plus de gaz, ont quand même abandonné l'extraction du gaz de schiste. Il y avait des petits séismes dans l'air. Là. Oui, je crois qu'ils se sont pris des séismes. Magnitude 5, je crois. Magnitude 5. Aux États-Unis, tu peux allumer à certains endroits l'eau. Tu prends l'eau. C'est normal, ça. Mais ça ne va pas dans la nappe phréatique. Mais les mecs, tu risques de faire exploser ta baraque si tu allumes le robinet, quoi. Ouais. Et soi-disant, on veut sauver la planète. C'est ça, les écoles. Alors, moi, si j'étais le diable, et si le diable existait, qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Parce que bon. Non, moi, je le vois partout. Là, tu, sais, ouais, tu le vois mieux que moi. Mais franchement, tout est synchro. Tout est synchro. Oh, ouais. Il y a une synchronicité extraordinaire. Les gens ont oublié tous le mal qu'ils nous ont fait pendant le Covid, mais je suis sûr qu'il y a des anti-covidiens qui ont voté Macron. C'est sûr et certain. Parce que, en fait, ils veulent leurs vacances en camping-car. Ouais. Donc, pour ces gens-là, alors, bon, on n'est d'aucun parti politique. Moi, ma prévision, c'était, si c'est Marine Le Pen, on aura sans doute la guerre civile avant la guerre mondiale. Si c'est Macron, on aura la guerre mondiale avant la guerre civile. C'est un choix. Bonnet blanc, blanc, bonnet. Ben ouais. Oui, de toute façon, il y a 4 chevaux dans l'apocalypse. Donc, il y a la guerre, il y a la maladie, la famine et la mort. Bon, il y en a déjà 3.
Il y en a 3 qui semblent avoir pointé le bout de leur nez. Donc, ils devraient peut-être quand même. Bon, nous, on part sur un schéma un peu simple, quoi. Mais bon, quand on voit ce qu'on voit, on devrait avoir une certaine petite méfiance. On devrait se rappeler quand même que nos chers amis américains, quand ils se sont réunis, je crois que c'est en 92, que M. Brzezinski a décidé de nous appliquer une méthode terrible qui s'appelle le tititainment, ils avaient décidé qu'on était 80% d'inutiles. Tout le monde peut vérifier. C'est hallucinant que ces gens qui nous veulent tant de bien, qui veulent nous sauver de cette horrible Covid, n'en demeurent pas moins certains qu'on est 80% d'inutiles. Donc, 80% d'inutiles. C'est parce que qu'est-ce qui est le plus tragique là-dedans, c'est que monsieur, madame, tout le monde là, a ingéré ces mensonges et le régurgite. Ils disent, il y a trop de monde sur la planète, il faut faire le ménage. Là, j'entends ça, moi, venant de personnes. Là. Ils ont ingéré ça, ils les régurgitent. Bon, avant, la génération d'avant, parce que le formatage, il est d'il y a longtemps, puisqu'on vous a envoyé au dernier bistrot quelqu'un de l'éducation nationale qui vous dise que la bétification de masse a été orchestrée. Orchestrée. C'est-à-dire ces gens qui vous veulent du bien ont décidé de lobotomiser vos enfants et de les empoisonner. Donc, c'est pas un scénario qui va arriver, c'est pas Poutine qui va nous couper le blé ou le gaz qui nous a fait le mal. Le mal, il est dans la bétification actuelle, qui prouve que de toute façon, la souveraineté du peuple, c'est une vaste fumisterie. C'est une vaste fumisterie. C'est la manipulation de lobotomiser. C'est tout. Voilà, c'est bon. Alors après, bon, on a quand même des candidats à la démocratie, quand même. Bon, on avait des chrétiens démocrates en photo, là, mais je crois qu'on en a perdu la photo. Ils étaient sympas, ceux-là. Mais avec bon. les étoiles de l'ONU, là, on parle du Ouais. OK. Non, mais en fait, selon eux, ils ont mis le drapeau de l'Europe parce que c'est les étoiles, c'est la Vierge. Voilà comment l'image est assez parlante d'elle-même. On est là avec des démocrates chrétiens. Voilà. C'est un peu comme les poissons volants, quoi. Ça existe. Ça existe. Sauf que les poissons volants, c'est pas la majorité du genre, mais par contre, les chrétiens démocrates, oui, ils veulent conserver. On va tirer un petit peu une cartouche, quoi. Ils veulent pas lire l'Apocalypse, qui est un livre morbide. Morbide. Hein. Voilà. Bon, ils veulent pas quitter Paris, d'ailleurs. Hein. Ils veulent. Non. Oh, t'as pas les 2 images là du taudis à Paris et du clap. Non. J'ai encore merdé, Denis. Oh, la boulette. Encore une fois. Mais on peut en parler, par contre, parce que de toute façon, les images, c'est juste des images. Là. Mais c'était combien l'appartement à Paris? Là? Alors, un appartement à Paris de 75 mètres carrés, on va dire, c'est entre 5 et 600 000 euros. Voilà. Et comme il y a des gens de Paris qui nous appellent, donc on se renseigne un peu parce qu'on n'arrive pas à y croire. Je dis quoi, le prix? Attendez, je vais vous montrer un clapier à lapin en Vendée. Donc là, je tiens à la disposition de tout le monde un logis du 14e entièrement restauré sur 2,5 hectares, 800 mètres carrés, nif, cuisine, machin, jacuzzi, baignoire tourbillonnante, lit à baldaquin, un truc. Tu crois que tu es dans un film de Walt Disney quand tu vois le lieu là. Et là, à ce moment-là, pour vous dire l'aveuglement, vous avez des gens à Paris qui commencent à avoir peur. Si, ils ont peur. Les gens, ils commencent à avoir. Ils commencent. Ça fait que 150 ans que la Sainte Vierge leur a dit qu'ils vont se prendre une cacahuète. Hein. Mais bon, il paraîtrait que ça serait pour les générations futures. Enfin, moi, quand j'entends Mélenchon ou Poutine ou Biden, je dis, les gars, c'est peut-être plutôt que prévu, il faudrait commencer à prévoir un plan B, quoi. Et donc, sachez, alors donc,
je le répète, j'ai un gîte en vente. Enfin, je peux, ceux qui veulent voir la Vendée, voir s'ils veulent déménager vers chez nous, on peut les recevoir, il n'y a pas de problème. J'ai un gîte, si après ils veulent en profiter pour poser des questions, manger des légumes du jardin, enfin, je ne sais pas, voilà, ou lire un livre, on a tout ce qu'il faut. Mais on a surtout quelque chose que beaucoup de gens devraient bien étudier. Je pense qu'on faudrait, j'ai pas pensé, je voulais la mettre en lien sur le bistrot, c'est la carte de résilience alimentaire des régions. Ah. Oui, parce que là, ce qui se prépare, ça s'appelle une famine quand même. Ça s'appelle une famine. Oui. Là, orchestré. Je sais Est-ce pas. que je viens de dire ça comme ça, mon Dieu? Mon Dieu. Mais Là, je dis salut au gouvernement canadien en passant. Ouais, parce que là, si vous saviez ce qui se passe actuellement dans le monde au niveau de l'agriculture, moi, on vous a montré donc au dernier bistrot ce que nous disait la Chine sur l'état actuel de ces cultures de blé, mais renseignez-vous, c'est la catastrophe en Amérique du Sud parce qu'ils ne sont pas livrés en engrais, en Chine, ils ne sont pas livrés en semences, en Afrique, c'est le même bazar, et aux États-Unis, Biden envoie des décrets, mais des décrets de sabotage de l'agriculture. Et comme nous, il massacre tous les poulets. C'est la cata. Voilà, ça c'est la carte de résilience, je suppose, que nous donne le barman. Ouais, le barman, il est rapide, là. Voilà, alors bon, je signale quand même que nous, là, plus bas, là, on est en bas des pays de Loire, nous, on est à 230 ou 300% de résilience alimentaire. Il suffit de taper les codes postaux, quoi. Donc voilà, donc je remercie, tiens, au passage, je fais un petit salut donc à Véronique qui est venue voir à quoi ressemblait le gîte, la Vendée, les lieux. Peut-être elle nous fera un petit coucou, je sais pas. Peut-être elle est contente, peut-être, je sais pas. Mais bon, on lui a montré le pays et les habitants. On lui a présenté un peu les habitants, parce que souvent les gens se demandent, ouais, mais comment sont les habitants? Ça va. On est encore civilisé. Mais donc, il faut quand même un peu parler de résilience alimentaire. Ouais. Parce que les gens pourraient dire qu'on est pessimiste, quand même. Mais il semblerait qu'il y ait plus pessimistes que nous. Ah oui? Ah bah oui. Faut que le barman nous envoie Faut qu'il nous envoie la personne, le démocrate, qui tombe des nues. On parle-tu de lui, là? Bah oui, celui qui dit que ça va aller très mal. Que tout le monde connaît, bien entendu. Dans les milieux alternatifs et de gens qui écoutent des gens qui ne sont pas complètement abrutis. C'est un bon mec, Olivier Delamarche. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mais ça veut dire que je ne peux pas écouter parce que moi, je suis abruti, Denis. Fait que je vais le faire jouer, mais je n'écouterai pas. Okay? Ah bon? Pourquoi? Ouais. Ben moi, je suis un abruti, peu importe, on l'écoute. C'est simplement de féliciter tous ceux qui ont voté Macron pour que ils vont nous provoquer l'enfer pendant 5 ans. Comme le dit Charles, on a des risques de guerre majeurs parce que on a un débile profond qui nous gouverne et qui est en train de nous entraîner gentiment vers la guerre. Guerre que je ne pense pas que aucun des Français qui a mis un bulletin de vote Macron n'espère, enfin, ou j'ose espérer qu'ils ne l'espèrent pas, mais ils vont couiner dans quelques mois ou dans quelques semaines en disant mais mon Dieu, mais pourquoi est-on en guerre avec les Russes, hein? Bah, tout simplement parce que vous avez été suffisamment idiot pour mettre un bulletin de vote Macron dans l'urne. En fait, on tape sur la gueule des Français, on les prive de liberté, il va falloir un QR code pour faire tout ce qu'on faisait avant sans QR code, mais visiblement, ça réjouit tout le monde. Visiblement, 58% des Français, ça fait quand même un paquet de monde, hein. 58% des Français sont prêts à revoter pour ça, sont prêts à revoter pour que on vaccine les enfants dès la naissance, sont prêts
à jouer le jeu de ne plus pouvoir circuler et bientôt on aura le crédit social comme la Chine. C'est déjà annoncé par les Européens, c'est déjà annoncé pour après les élections, pour le mois de juin. Mais qu'est-ce qu'il vous faut pour comprendre? Mais qu'est-ce que les gens ont dans la tête? Qu'est-ce que les gens ont dans la tête? Pour aller foutre un bulletin Macron dans l'urne, mais il faut être d'une connerie, mais c'est abyssal. Qui est-ce qui empêche les soignants d'aller travailler? Qui les prive de leur boulot parce qu'ils ne sont pas vaccinés? C'est Macron, c'est pas Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'il va falloir pour que vous vous aperceviez qu'on a quitté la démocratie depuis très longtemps et avec Macron que ça a accéléré? Qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut qu'on vienne vous chercher avec des flingues chez vous pour vous vacciner? C'est ça que vous attendez? Ben vous allez la voir. Vous allez être heureux. Qu'est-ce que vous ferez ce jour-là? Vous direz, ah bah oui, mais je peux pas aller remettre un autre bulletin dans l'urne. Qu'est-ce que vous ferez? C'est trop tard maintenant. On a pour 5 ans. Le sommet, ça serait en effet, mais il ne le fera pas. Mais c'est qu'on ait Mélenchon en Premier ministre. Là, ça serait énorme. Ça serait tellement énorme. On va se choper une récession, mes enfants, majeure. Un truc qu'on n'a jamais vu. Jamais vu. Et ils vont installer tout ce qu'il faut pour vous contrôler. Vous êtes déjà contrôlé, puisque vous êtes déjà suffisamment contrôlé par les médias pour être allé voter pour votre tortionnaire. C'est un truc de fou. Zelensky, c'est une pure, un pur escroc, chargé en permanence. Il a le nez dans la farine en permanence. Et ce type, il nous dicte ce qu'on doit faire. Ça va pas bien, non? Et là, on voit des gens qui, à 58%, c'est pas rien, 58%. Je sais pas quel est le taux d'abstention au second tour. Ce serait aux alentours de 28% d'abstention. Mais ça me... Vraiment, ça me sidère. Je comprends pas. Il comprend pas. Ben oui, Olivier, c'est la démocratie, les droits de l'homme, la souveraineté du peuple. Donc, c'est dommage, j'aurais dû exhumer ce que disait Pie VI de la souveraineté du peuple, vaste fumisterie, qui n'agit que selon pourquoi tous les milliardaires ont acheté les médias. Pourquoi tous les milliardaires? Une fois que le tititainment a été mis en place, une fois que les gens sont lobotomisés, qu'ils sont apostats, voire idolâtres, voire les deux, qu'importe, ils s'étonnent que les gens votent Macron et ils croient que s'ils avaient voté Marine Le Pen, il aurait changé le grand scénario. Bon, je crois me souvenir, c'est bonne mémoire, que je crois que Olivier Delamarche était aussi trumpiste, il espérait un petit peu que Trump sauve le monde. Non, les gars, le scénario, c'est le chef d'orchestre qui l'écrit. Et tous les autres, ils bougent. Actuellement, il y a une petite répétition en Chine. Shanghai, 25 millions, 22 tests positifs, on enferme les gens et en plus on ne les nourrit pas. Mais eux encore, ils ont 3 000 milliards de réserves financières qu'il va falloir dépenser parce que le jour où ils bougent le petit doigt, même tarif que les risques, ils se les font piquer. Hein. Donc les mecs, à la limite, s'ils veulent foutre la merde, les Chinois, moi si j'étais le diable, j'inspirerais des bonnes idées à Xi Jinping. Je lui dirais, écoute,
arrête de faire marcher la machine, tu vas les tuer, c'est sûr, puisque de toute façon, quand Olivier de Lamarche vous dit on va au-devant d'une récession, non, d'un crack. Jamais vu. Jamais vu. Jamais vu. Donc, pourquoi un crack? C'est hyper simple, les gars. Qu'est-ce qu'on a comme arme? Qu'est-ce qu'on a? On ne produit plus rien. On ne produit plus rien. Le PIB des États-Unis, c'est uniquement du service. C'est pas de la production industrielle. C'est pas. En agricole, ça fonctionne, mais il y a autant d'engrais, de semences Terminator dans le sol que ce qu'il y a de terre. Sinon, il n'y a rien qui pousse. Rien. C'est un désert. Aujourd'hui, si les Russes ne nous livrent pas les engrais, on est à la rue, complet. C'est-à-dire que les Russes, aujourd'hui, bon, je ne veux pas dire, mais on n'a plus rien. Soyons clairs, en France, on n'a plus rien. Puis rassurez-vous, Macron, il n'a pas arrêté le cinéma, il va encore faire tout cadeau, les petits restes, hein, parce que généralement, les vautours, je ne sais même pas s'ils s'arrêtent quand ils arrivent à l'os, ils doivent essayer d'en manger un peu, ils doivent croquer un peu le cartilage aussi, les gars, hein, je vous le signale. Hein. Putain, là, on est dans le truc au vautour, et là, on est tributaire, le monde entier est tributaire de la Russie pour 30%, des exportations alimentaires mondiales et pour 30% de l'énergie mondiale. Ou con. Mais je crois que d'ailleurs, on note une petite augmentation des prix déjà. Là. Ah, léger, hein, léger. Léger, double, triple. On a vu en France, parce que je reçois énormément d'informations, des gens pleurer devant des rayons vides, de peur, bien sûr, ils ont peur. Et c'est légitime. Mais à la limite, il faut être fou pour ne pas avoir peur. Mais il faut être fou, faut être aveugle. Aveugle. Vous avez Mélenchon et Macron qui envoient le meilleur canon du monde en Ukraine, et ils vous disent ouais, mais nous, tout le monde le sait, les Américains livrent l'équivalent de 5 porte-avions Charles de Gaulle à Zelensky, financièrement. Combien de temps il va nous livrer? Quel est le scénario maintenant? Parce qu'on n'a pas décidé d'arrêter, nous les Européens. On n'a pas compris la leçon. On n'a pas compris. Aujourd'hui, je l'écrivais en 2009, oui, parce que je crois que, Pierre, tu as dit que tu ne connaissais pas de la marche, toi. Non, je connaissais des visages, mais je n'avais vraiment écouté. C'est pour ça que je ne savais pas qu'il était trumpiste, mais j'en suis pas vraiment surpris. Non, je crois, j'affirme pas. Okay. Je crois. Parce que bon, je ne suis pas spécialement, puisque j'étais plus connu dans la finance avant lui. Après, bon, moi je me suis barré parce que moi je voulais faire sauter les banques et puis bon, je veux dire, ça intéresse personne. Ça intéresse personne de faire sauter les banques. Et pourtant, c'est pas bien dur, vous savez, quand vous avez un crédit agricole qui donne des dividendes alors qu'il n'a plus un rond d'actifs, il a 300 milliards de passifs. Et nous, on croit qu'on va jouer encore à fabriquer de la fausse monnaie, mais plus personne ne va en vouloir. Et quand on ne voudra plus de notre fausse monnaie, qu'est-ce qui va se faire? Il y a des mécanismes automatiques. La monnaie perd de la valeur et les taux d'intérêt montent. Mais entre 3 et 5%, hein, suivez bien, parce que là, les Américains, ça y est, le 10 ans américain, on est à 3, hein, les gars. Donc, phénomène mécanique également, que savent très bien les Américains. Nous, les Européens, on est à 1, eux, ils sont à 3. L'euro baisse, le dollar monte. Qu'est-ce qu'ils font, les financiers, les requins de la finance? Ils font ce qu'on appelle le carry trade. Tu transformes ton euro en dollars, hein, c'est très facile. Hein, tu appuies sur un bouton, ça part aux États-Unis et c'est transformé en bon du trésor américain.
Donc, double bénéfice, tu gagnes sur le change et tu gagnes sur le pourcentage des taux d'intérêt, puisqu'il y a 2% de différentiel. Qui c'est qui paye? Qui c'est qui paye? Notre monnaie se casse la gueule, puisque là, le siphonnage de notre richesse va passer également par ce tuyau. Et c'est pas un gazoduc, celui-là. C'est beaucoup plus gros qu'un gazoduc, hein, les gars. Je veux dire, parce que si on a fermé les gazoducs aux Russes, eux, les Américains, ils ont ouvert le pipeline de la finance qui vient chez eux. Parce que les financiers, ils sont pas cons, hein. Et donc, obligatoirement, on va se retrouver à 5% d'intérêt, je vais dire 5. Hein. Bon, sur les Allemands, parce que les Allemands, eux, ils vont se prendre une cacahuète, ils sont déjà en récession. Hein. Les chiffres de l'inflation sont maquillés comme une voiture volée, ce qui fait qu'actuellement, comme je l'avais écrit, il faudra que je mette à disposition quelques lettres que j'avais écrites il y a quelques années, en disant, les gars, ils ont appuyé sur le bouton Covid, mais ce n'est pas le bouton Covid, c'est le bouton grand reset. Mais dans le bouton grand reset, il y a également la transition énergétique, qui est une vaste fumisterie. Ah, nous avons perdu notre Amérindien préféré. Il est bon. Donc, quand on se retrouve dans une situation économique aussi prévisible, aussi évidente, aussi grave, une situation au niveau alimentaire mondial catastrophique, une situation géopolitique. Tous les intervenants parlent de guerre mondiale, de guerre atomique, etc. Bon, c'est peut-être une préparation. On ne sait pas ce que c'est, quoi. C'est toujours, il y a petite manipulation, préparation, etc. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde et qu'on sait que voilà, on a vu ce qu'ils ont fait pour le Covid en Chine la première fois, et là, regardez ce qui se passe en même temps, parce que c'est pour nous cet hiver. Mais alors cet hiver, le problème, c'est qu'on n'aura peut-être ni chauffage, ni à bouffer, et enfermé dans la piole. On va savoir nos séries télé-réalité au moins, à la télévision. On aura Netflix. On aura Netflix, hein, on aura Netflix, on aura le football, le hockey. Ils vous feront cadeau la télé, peut-être, et Internet. Hein. J'espère, parce que là, ce ne serait pas drôle. Ouais, non, ça ne serait pas drôle, quoi. C'est la situation. C'est la situation, puis c'est pas la situation. C'est bien, parce que bientôt, on n'a plus besoin de faire de bistrot, de toute façon, puisque tout le monde vous dit. Ah oui, c'est officiel. Puis monsieur, madame, tout le monde l'ont ingéré, puis ils le savent. Ah oui, il va y avoir une récession, ah oui, de l'inflation, oui, une guerre. Pas de problème. Pas de problème, mais ils ne savent pas que ce qu'ils croient savoir, ça va être beaucoup pire. Ben, déjà, on leur a inculqué un tel sentiment de richesse occidentale et de mépris vis-à-vis de ceux quand même, soyons clairs, on ne fout plus rien en Occident. Donc ceux qui fabriquent tout ce qu'on utilise, ceux qui produisent tout ce qu'on a besoin. Et là, les mecs, ils se rendent compte, ah bah ouais, l'Indonésie, bon, l'huile de palme, on n'en envoie plus. Ah! J'ai un ami qui a une friterie. Il n'y a rien de vraiment extraordinaire, mais quand tu as une friterie, quand même, tu représentes un chiffre d'affaires, eh ben on ne lui donne pas d'huile. Mais mieux que ça, je connais quelqu'un qui travaille dans une usine où ils ont besoin d'huile. On a besoin d'huile dans l'industrie agroalimentaire. Mais les gars, est-ce qu'on vous avait dit au fait que les Russes étaient exportateurs d'huile de colza, je crois, tournesol colza, je ne sais plus lequel, c'est des gros exportateurs, les gars. Alors d'un côté, vous avez les Russes qui tranquillement vont nous serrer le kiki, et de l'autre, vous avez les Chinois qui vont dire, bon, nous on ne bosse plus. Ben, les magasins, ils vont être sacrément vides. Hein. Parce que si vous enlevez tout ce qui a écrit Made in China dans votre magasin, et puis si vous regardez un petit peu au rayon alimentaire, d'où vient ce que vous bouffez, il ne reste plus grand-chose. Hein. Alors, le Rama, ça va être fermé. Ben,
ça rappellera un petit peu, quand même, la couverture de The Economist. Oui, c'est vrai, ça. Oui. Oui, regardez-la bien quand même, parce que bon, The Economist, si vous avez quand même prévu les Gilets jaunes et puis d'autres. Pas mal tout, en fait. Le Grand Reset, ils ont tout annoncé. Bah, je crois que La c'est. monnaie mondiale. Ouais, Le Phoenix. tout, voilà. Donc, en plus, les gars, on arrive à un stade où ils cachent plus le scénario. Ils cachent plus. Donc, s'ils cachent plus le scénario, s'ils ne le cachent plus, c'est très inquiétant, ça. C'est effrayant. Ça sent la ligne d'arrivée. Là, en tout cas, elle se rapproche. Et on me semble qu'avec des jumelles, on pourrait l'avoir. Comment, un simple raisonnement, comment ont-ils pris le risque? Et tous ceux qui ont bossé un petit peu le sujet, avec le scandale de la vaccination, on rappelle quand même que la Pologne, ils ont dit à Pfizer, on ne vous paye pas vos vaccins, c'est de la merde, vous empoisonnez nos gens, et il ne sert à rien en plus. Voilà. Au moins, c'est un pays qui le dit, je suis pas, et un pays de l'OTAN qui veut attaquer la Russie. Donc, il y a un petit peu des dissonances dans le casting. Il y en a qui disent des choses qu'ils ne devraient pas dire, mais c'est celle-là qu'il faut écouter. C'est celle-là qu'il faut écouter. Comment on va aller, nous, l'Occident, qui n'avons strictement rien, puisqu'on consomme, on consomme ce qu'on ne produit pas et on l'achète avec de l'argent qu'on n'a pas. Ce que nous a dit simplement Poutine. Il nous a dit, écoutez, les mecs, vous n'avez pas de thunes, nous, on n'est pas difficile. On veut du rouble ou de l'or. On ne fera pas de caritatif. Hein? Ils ne feront pas de caritatif, c'est ça qu'a dit Poutine. Ah ben, il a dit, nous, écoutez, vous voulez faire la guerre avec nous, on a la gentillesse encore de vous livrer ce qu'on a, mais si en plus vous ne voulez pas me payer, et de l'autre côté, tu as des mecs qui disent, ouais, nous, on est des gens bien, et lui, c'est un fou. Je ne sais pas qui est fou, moi. Je ne sais pas. Moi, je globalise un petit peu le scénario. Je veux dire, je sais que c'est tous des méchants. Xi Jinping, c'est pas un gentil. Et puis, c'est pareil, on connaît tous qui est le président d'Israël, mais personne ne connaît qui est le président de l'Inde. Mais ils sont quand même 1,5 milliard. Quelle est la position de l'Inde dans les questions agricoles et énergétiques? On l'a passé au dernier bistrot. Les hindous, ils vont acheter tout le pétrole et le gaz de Poutine et les Indiens. Mais parce que Poutine, quand on lui l'a soi-disant puni sur les produits agricoles qu'on livrait, il y a en 2014, on a massacré les paysans français, hein, on les a massacrés, mais Poutine, 2 ans après, il avait remplacé les importations par de la production. Et après, une fois qu'on est soi-disant redevenu copains ou je ne sais pas trop quoi, ben, faites ce que vous voulez, nous on n'a plus besoin de vous. Mais nous, on a besoin. Non, on est tributaire du reste du monde. On achète avec de l'argent qui n'existe pas et qu'on n'a pas, ce qu'on ne produit pas et bien souvent dont on n'a pas besoin. C'est bien. Ça va apprendre la frugalité aux gens. Bonne nouvelle. Hein? Oui. C'est pour ça. La force, c'est différent. Sans préparation, ça va être plus difficile. Un petit peu compliqué. Donc, voilà. Après, il y a des petites dispositions à prendre, des petites. Quand on n'est pas préparé à ce genre de situation, ça peut être très très douloureux, quoi. Hein. On peut toujours planter un pied de tomate sur son balcon à Paris, mais on va pas aller loin. Hein. On va pas aller loin dans cette situation. Donc, je crois que. C'est long à pousser des tomates, c'est long. Là. On va mourir de faim avant de les manger. Bah, déjà, avant que ça pousse, parce que là, j'en ai raté moi-même qui suis habitué. La météo est un peu folle. Donc, faut rappeler quand même qu'en France, on se prépare une sécheresse, elle n'est pas piquée des vers, parce que l'eau qu'on n'a pas eue, janvier, février, mars, avril, 4 mois, on l'aura plus. Les réserves d'eau sont au plus bas. On commence à la période où on devrait avoir le plus d'eau, pas une sécheresse, et nous, la semaine prochaine,
Bon, on va aller bronzer à la plage, en camping-car, hein? Il n'y a pas de problème, vous allez voir, c'est l'été la semaine prochaine. Normalement, on appelait ça les seins de glace dans le temps d'avant, c'est-à-dire qu'on s'attendait à un coup de gel. Eh bien non, là, on va aller en bikini à la plage pour faire bronzer. Do you, Saint-Tropez? Donc, économiquement, je ne ferai pas l'affront d'expliquer à ceux qui ont compris. Au niveau alimentaire, si vous n'avez pas le schéma complet, allez-y. Crack alimentaire aussi, crack alimentaire. Seulement, il ne faut pas oublier que si notre monnaie se casse la gueule, il y en a. Nous, on n'en a pas, on n'a que des dettes. Mais il y en a qui en ont plein les coffres. Alors, vous savez, les Chinois, s'ils disent, nous, on veut 6 milliards de blé, puisque, attention, soi-disant, ils n'ont pas de blé. Peut-être, c'est un mensonge. Hein. C'est un vieux... Comme les gens oublient un petit peu l'histoire, oui, il y avait une famine en France les années précédant la Révolution française, hein, soi-disant, ça ira, ça ira, ça ira. En fait. Mais ça, c'était dû à l'éruption du Laki qui a provoqué un hiver qui a duré 3 ans. Donc, Louis XIV, à cette époque-là, payait sur sa cassette personnelle, qui n'était pas grosse d'ailleurs, du pain. C'est Louis XVI. Louis XVI, excuse-moi, là, je pense aussi à Madame Élisabeth de France, qui avait aménagé, je ne sais plus quel endroit, pour recevoir les malheureux. Hein. Brigitte Macron, lis la vie de Madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI. Prépare-nous une petite cantine à l'Élysée, là. Les cuisines, ça nous va bien, les cuisiniers de l'Élysée, ça ira, ça ira. On prend. On prend. En avant. Ça ira, ça ira. Ouais, ça ira. Vous allez voir, ça va aller très bien. Ah, c'est pas drôle, mais la soupape de l'humour, parce que... Obligé de faire dur. Et puis, je rappelle, parce que dans les phrases que soi-disant, on nous accuse, je sais pas quoi, nous, catholiques, ou je sais pas quoi, ancienne France. Intégriste catholique. Ah, intégriste catholique. Oui, mais attends, parce que les plus intégristes me traitent de menteur. Celui-là, je m'en occupe à la fin. C'est vrai, ouais. On a encore celui-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a au programme. Juste après, je ne sais plus ce que c'était. Mais... Je crois que c'est juste après, là. On est 14 c'est juste après. Donc, on se retrouve devant, je dirais presque une alerte rouge. Une alerte rouge, là. Là, vous pouvez prendre le bébé sous tous les côtés, monétaire, obligataire, boursier, immobilier. Et oui, ça va avec. Immobilier. Et quand tu sors de là-dedans, tu vas comment acheter ton petit bout de pain? Parce que là, ça va descendre vite, les revenus. Hein. Vu que la France reconnaît 2,8 d'inflation, nous donne royalement 1% d'augmentation. Imaginez que quand tu prends 10% d'inflation sur la nourriture, qui est nourriture-énergie, c'est catastrophique. Nourriture-énergie, c'est catastrophique, l'inflation. Alors, mais c'est le premier poste budgétaire des Français moyens, simples. Bon, c'est sûr que Mbappé, la baguette ou 1 ou 2 euros, il s'en fout. Hein. Les footballeurs, les mecs, ils en ont rien à foutre. Ça peut tripler le prix de la baguette. Au niveau de son pouvoir d'achat, ça ne change rien. L'essence, ils peuvent la mettre à 10 euros, ils s'en foutent. Ils ont des, je sais pas quoi, des gros SUV, Mercedes, Porsche, enfin des machins qui bouffent 20-30 litres au 100 d'essence. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. D'ailleurs, une des conséquences, que si vous allez le vérifier, c'est que, par exemple, l'alimentation, soi-disant chère, bio, ou je ne sais pas quoi, là, il y a de la mévente. Les gens ne peuvent plus s'acheter, ne serait-ce les produits, la vente de produits bio a baissé de 7%. Ça, c'est un signal d'alerte. C'est un gros signal d'alerte. Et les gens, alors,
En principe, on s'inquiète quand c'est comme à la Révolution française, quoi. On voit partir les charrettes à l'échafaud, mais tant qu'on est dans la prison, tout va bien. Mais faites gaffe, les mecs. Les charrettes, elles font des allers-retours et ton tour arrive vite. Ton tour arrive vite, très vite. Et les charrettes à l'échafaud, ça a commencé déjà. Rappelez-vous, les gilets jaunes, ils demandaient à manger. Ils ne demandaient pas autre chose. Ils demandaient à manger. Ils ont mis la France à feu et sang. Le gasoil était à 1,40. Là, aujourd'hui, il est à 2 €. On dit merci le gouvernement pour les 18 centimes TTC. Mais de qui se moque-t-on? Mais de qui se moque-t-on? Et il y a des mecs qui, aujourd'hui, veulent être élus, mais il y a personne qui a dit, bon, Poutine, il est méchant, mais Biden aussi est méchant. Alors, il ne faut pas se mettre dans un camp de méchants. Franchement, il faut être fou. T'en as qui veulent en découdre. Oula! Je ne mets pas le ticket pour un ou pour l'autre, moi. Puisque dorénavant, il n'y a plus que 2 camps. Le camp du bien et le camp du mal. Et c'est le journal que vous achetez à un milliardaire ou la télé qui est sponsorisée par un milliardaire qui va vous expliquer qui est gentil, qui est méchant. Et le milliardaire en question, c'est un altruiste qui veut vraiment vous informer. Ouais. Le gentil et le méchant a été mis en place par le milliardaire. Il y a les gentils. Voilà, il faut qu'on sache à l'avance qui est gentil et qui est méchant. Et Monsieur Pierre Blanchette, vous êtes un méchant terroriste. Oui, je sais, officiellement, là. Officiellement. Et dans cette bataille, quand même, puisqu'on va pas faire un bien long bistrot, puisque tout le monde a tout dit déjà avant nous, hein. Il n'y a pas beaucoup à rajouter. Pensez à aller vous exciter sur les législatives. Allez-y. Mais quand même, avant, rappelez-vous toujours que quand la France était catholique, bon, on était un petit peu plus respecté. Donc, on va venir au sujet pour rire que va nous préparer. Le barman, ok, mais moi je ne suis même pas au courant de celle-là. Savez-vous que, en fait, on nous accuse souvent, et le barman, c'est un cadeau au barman parce qu'il s'est énervé avec des gens qui disaient les gentils cathares et les vilains catholiques. On y a toujours droit. Ouais. Donc, j'ai dit au barman, voilà, je vais te présenter un cathare et je vais te dresser un tableau de ce que disait un cathare en 1150, dans ces années-là. Donc, écoutez bien, okay. un mec vachement sympa. Allez, barman, envoie-nous-le parce que maintenant, c'est feu d'artifice, tournée générale. C'est ça. Envoie-nous un cathare que tu as capturé, un cathare des temps modernes. Il va nous l'envoyer. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Sylvain Pierre Durif, le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie. Je vous annonce à tous et à toutes ma candidature pour les élections présidentielles de 2017 en France. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Ah, c'est bon ça. Ah, ben oui. C'est Brad Pitt, ça. Alors, parce que les cathares, c'est les albigeois, quoi. Donc, on a mis à disposition de tout le monde, je répète, une bibliothèque. Oui. Où il y a l'histoire universelle de l'Église, notamment, qui est un ouvrage magistral d'histoire, et qui, eux, reconnaissent au moins leur tort, puisqu'on va parler, on nous accuse d'avoir été méchants à Béziers. Mais avant, on va rappeler une petite histoire qui est assez remarquable. C'est curieux. On dirait que c'était le Durif 1000 ans avant, vous voyez. Alors, Éon de l'Étole, celui-là, dialogue, voilà, un des premiers, des pères, des albigeois et de ces cathares, si gentils. Il part un peu en jus de boudin, hein, à l'époque. Donc, il y a un évêque qui l'attrape et qui lui dit, bon, attends, tu vas raconter ton histoire
au souverain pontife, parce que si je lui raconte, il ne va pas me croire. Non, c'est pas humain, là. Tu vois Durif aujourd'hui, je vous signe un albigeois il y a 1000 ans. Alors, le pontife lui dit, qui êtes-vous? Alors lui, je suis celui qui doit venir juger les vivants et les morts, le Fils de Dieu même. Oh putain. J'imagine les mecs à Rome, là, regardez cet individu, quoi, ils ne savent plus quoi lui demander, quoi. Alors, il avait un bâton à la main, là, et ils disent, bon, ben, et le bâton que tu as, c'est quoi? Et alors là, il dit, c'est un grand mystère. Lorsque les deux pointes de ce bâton regardent vers la foudre céleste, Dieu tient en son pouvoir les 2 tiers du monde et m'abandonne l'autre tiers. Ça me rappelle aussi le Talmud, ça. Tiens, c'est marrant, ça. Oh, il y en a qui ont morflé. Mais quand elle regarde la terre, le contraire a lieu. Je suis plus riche que mon père, les 2 tiers du monde sont à moi. Mais écoutez, quelle différence avec les Américains. Ils ont dit, nous, on est le dollar, et le monde doit nous obéir et nous servir. On vous imprime des dollars tout neufs. Et attention, si vous n'êtes pas gentil avec nos billets de Monopoly, en plus on vous les confisque, vous perdez les jetons. C'est les mêmes. Voilà, donc albigeois, Qatar, protestants, même combat. Voilà. On est des vilains catholiques qui avons osé leur demander c'est quoi leur salade. Alors, je vous rappelle. Salade César. La salade César. Ouais. Alors, bon, ça se passe au départ des albigeois, mais on va aller vers la fin, on va aller vers le sac de Béziers. Alors, au sac de Béziers, il faut que je retrouve le livre, j'en ai partout, on nous a accusés d'avoir tué tout le monde. Et bien, figurez-vous que c'est vrai. C'est absolument vrai. Mais on va rappeler quand même une petite histoire à ces messieurs. Comment ça se produit comme ça? Parce que vous pouvez vérifier, il y avait dans les grands chefs Qatar un certain Raymond de Toulouse. Oui, c'est là-bas que ça se passe, là, Toulouse, Carcassonne, dans le sud-ouest. Et à l'époque, on va leur dire, bon, quand tu vois un mec qui dit des conneries comme ça, tu dis, bon, celui-là, il a morflé. Donc, on envoie les plus grands psychanalystes, thérapeutes du temps, on leur a quand même envoyé Saint-Bernard de Clairvaux et Dominique Guzman, qui est Saint-Dominique. Alors, eux, là-bas, ils nous ont dit, ouais, mais vous nous envoyez, vous êtes, comme d'habitude, vous êtes riches, vous êtes... Bon, pas de problème. On leur a envoyé des gens pieds nus. C'est de là que vient la chanson Dominique, nique. Ouais, il est parti chez les Cathares, pieds nus. À un moment donné, ils l'ont attrapé. Ils ont dit, allez, si tu parles encore, on va te tuer. Alors, il a dit, écoutez, les gars, si vous avez décidé de me couper les bras et les jambes, attendez pour me crever les yeux, que je les vois quand même en dehors de mon corps. Voilà. Ça s'appelle le martyre. Faites gaffe, les mecs, parce qu'on n'est pas prêt pour le martyre. Et là, on va aller à l'autre après. Donc ce brave Raymond de Toulouse, dont on dit que le courage n'était pas spécialement brillant, que chaque fois qu'il énervait, qu'il voyait une armée au loin, il se remettait en accord. Non, j'ai pas dit ça. Voilà. Et donc, finalement, ça a duré un siècle, le cirque, avec toutes les exactions qu'ils ont fait, puisque le tarot habituel, c'est toujours pareil. On détruit les églises, on martyrise les curés. La Révolution française, les protestants, c'est le même. C'est peut-être le même chef d'orchestre. Allons donc savoir. Donc, à un moment donné, donc, le pape envoyait des légats. Il envoyait des légats, et dont un qui s'appelle Pierre de Castelnau, que Raymond de Toulouse s'est occupé de faire assassiner.
Donc l'Église a dit, bon, il était en croisade, il s'est fait assassiner, c'est un martyr, c'est un saint. Ouais, nous on croit des bêtises comme ça, nous les catholiques, on croit que des gens peuvent être des martyrs et des saints. Bon, vous savez, les hérétiques, ils s'en foutent. Mais quand même, le Raymond, quand il apprend qu'il y a du monde qui arrive, il dit, oh putain. Et il appelle l'église, il dit, non, non, ça y est, j'ai rien dit, on est de nouveau copains. Alors, on l'a puni. On est, nous, des méchants, les catholiques, très méchants. Et là, en présence du légat, des archevêques, des évêques, réunis pour la circonstance, ils étaient moins, ils jurent sur le corps du Christ, l'hostie, et sur les reliques des saints, que les prénats tenaient en sa présence, qu'il obéirait sans restriction aux ordres de la Sainte Église romaine. Bon, alors, il fallait le punir, donc ils lui ont passé une étole au cou, et ils l'ont attrapé par l'étole, ils l'ont introduit absous dans l'église, mais en le frappant un peu avec des verges, quoi, que tout le monde voit quand même que on est des barbares, nous les catholiques. Hein. Donc voilà le martyr cathare de Raymond de Toulouse, je vous l'offre en 1000. Seulement, pas de cul. Vous savez, préparer une expédition, une croisade, c'est un peu long. Et les autres, à l'époque, ils n'avaient pas Internet, quoi. Donc les autres, ils arrivent, ils sont pas loin de Béziers. C'est le neveu de Raymond de Toulouse qui est à Béziers. C'est son neveu. Le mec, il dit, moi, je sais pas. Faites gaffe, les gars. La solidarité entre Qatar, c'est la même entre les Américains et nous. Hein. Rien de neuf. C'est les mêmes. Albigeois, Qatar, qui sont manichéens, protestants. Lucide. Tout pareil. Même résultat à l'arrivée. C'est à ça que vous les reconnaîtrez. Regardez bien, les Américains. Bon. Et l'autre se retrouve, le neveu, à Béziers. Mais le problème, c'est qu'arrivé là-bas, il y avait un petit peu du monde dans la ville. Et donc, Simon de Montfort et les chefs de guerre disent aux mecs à Béziers, bon les gars, je vous préviens, ça peut mal se passer s'il y en a qui veulent partir de la ville, qui sont pas... voilà quoi, belliqueux quoi, parce que vous avez tué quand même un petit peu de monde chez nous, ça nous a un petit peu énervé. À l'époque, une croisade, c'était pas la Gay Pride, les gars. C'était pas la Gay Pride. Hein. Les mecs, quand ils se déplacent pas pour rien. Donc, mais il leur dit bon, ceux qui veulent sortir de Béziers, alors on est en conciliabule. Et alors généralement, ce qu'il y a d'assez marrant avec ce genre d'hérésie, d'hérétiques, quoi. Je ne sais pas pourquoi, ils se sentent invincibles. Ils se sentent d'une... Wow, c'est comme les Américains, vous voyez. Wow, on va tout casser. Et pendant cette négociation stérile, il y a une troupe de Biterrois, un peu impatients d'en venir aux mains. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme nous avec Poutine, là, vous voyez. Macron, vous voyez, vous sentez le mec, quoi. Il en a, quoi. Il va se faire Poutine. Et les Tchétchènes avec, et vous allez voir. Ils étaient pressés d'en venir aux mains. Et ils avaient confiance parce qu'ils voyaient un peu le truc, etc. Et ils sortent et ils commencent à faire pleuvoir, à se jeter, à tirer des flèches sur les avant-postes croisés. Les mecs, eux, ils attendaient les ordres. Les mecs, ils sont là. Et t'as les Biterrois qui leur tirent dessus, alors que les chefs sont en train de négocier. Si vraiment, on ne peut pas... Oh con. Oh l'erreur. Oh putain l'erreur. Là, ils se sont mis en colère. Et c'est les hommes de rang, les premiers là qu'on arrose de flèches, ils commencent à leur courir derrière, l'épée à la main. Les autres,
ils se calquent. Mais le problème, c'est que derrière les avant-postes, il y avait tout le reste de l'armée. Les chefs n'étaient pas là. Il n'y a pas un chef. Et les mecs, ils rentrent. Et qu'est-ce qu'ils font, les mecs? Ben, ils rentrent dans les maisons. Il faut les sortir de chaque maison. Mais ça vous rappelle rien, ça? Ça vous rappelle rien, ça? Qu'est-ce qu'il fait, Zelensky, en ce moment? Il sacrifie sa population. Il sacrifie son peuple. Par orgueil et soumission imbécile aux Américains. Et comme dit Olivier Delamarche avec raison, le nez dans la blanche, jusque-là, au tel point qu'il ne se sent même pas ridicule quand il fait un clip à poil. Comme Macron. Comme Macron, à la fête de la musique. C'est les mêmes. Les avant-postes, tout le monde rentre à Béziers. C'est un massacre. Mais jamais, ils ont dit tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Ils ne pouvaient pas le dire. Ils n'y étaient pas. Ils sont rentrés les derniers dans Béziers, les chefs. Je suis désolé, messieurs, dames. Je vous conseille, si vous voulez consulter les archives, de commencer par faire l'école des chartes, vous y aurez droit. Une petite agrégation d'histoire. Et là, vous verrez les archives. C'est même pas discutable. Et que dit l'histoire universelle de l'Église? Elle ne dit pas, comme dit les Américains, on est dans le camp du bien, on a bien fait. Eux, les Américains, une bombe sur Hiroshima, une bombe sur Nagasaki, on bombarde au phosphore Dresde-Hambourg, on envoie de l'agent orange sur on essaye la bombe atomique sur nos propres hommes dans le désert du Nevada, on crée une famine en spéculant sur les produits alimentaires par Goldman Sachs. Ça fait 1 million de gosses en moins. Ça, c'est pas un problème. On bombarde l'Irak avec des armes à l'uranium, des enfants mal formés. C'est une catastrophe en Irak. On crée une spéculation. On se tape l'Argentine dans un pays qui a de quoi nourrir 3 fois sa population. Les enfants meurent de faim quand il y a la crise argentine. Merci les banquiers américains. Merci le FMI. À qui obéit le FMI? Hein? Faut pas avoir la mémoire courte. Donc, voilà. Mais eux, jamais ils vous diront oh, on s'est un peu trompé. Non, non. Qu'est-ce que dit l'Église catholique? Elle dit voilà, on ne saurait trop condamner ces excès de quelque part qu'ils viennent, et ce n'est pas les justifier que d'en signaler la cause. Donc, il dit voilà, on en signale la cause, et on ne les justifie pas, parce que c'est injustifiable. Et effectivement, bien sûr, le sac de Béziers, c'est un fait historique. Il n'est pas la gloire des croisés, c'est certain. Mais quand même, il faut savoir comment il est arrivé. Et quand nous, on va aller se faire casser la tronche en Ukraine, à faire comme les Biterrois, hein? Je vous préviens, Dieu reconnaîtra les siens. Dieu reconnaîtra les siens. Et c'est pour ça qu'on en vient au sujet d'après, parce qu'il y en a un qui a commencé à me pomper le nerf, hein, et qui se croit zélu. J'ai un zélu sur le dos. Parce que j'ai eu le malheur de dire aux gens, dans la série sur l'Apocalypse, vous savez, avec ce qui arrive, on va peut-être avoir besoin de sacramentels, sacramentaux, aux bénites, celles bénies, cierges bénis, et qu'il vaudrait mieux se renseigner si vous avez un prêtre ordonné validement, pas un pingouin qui chante le credo avec le drapeau de l'Europe. Pas de cette église-là. Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là de ce monde traditionnaliste. Et l'autre pingouin, qui se prend pour je ne sais pas qui. Moi, je ne suis jamais intervenu chez personne. Je n'ai jamais fait un commentaire. Quand un mec dit quelque chose, je ne suis pas d'accord, je le laisse. Et lui, il vient me voir en me disant, on m'a signalé, oh, le mec, il arrive, je suis le théologien upstairs. Oh, et que, je sais pas quoi, je ne comprends même pas ce qu'il me raconte. J'ai dit, écoutez, cher monsieur Labézance, je sais ce que c'est un prêtre.
valide, licite. Je connais l'histoire de la fraternité. Mon cher Labézens, je vous signale également que j'avais écrit un livre il y a 20 ans sur l'histoire de la création de la fraternité, les infiltrations, et dans ce livre qu'on m'a demandé de ne pas éditer à cette époque-là. Monsieur des éditions Delacroix, qui a encore mon archive audio, hein, le sait très bien. Et dans ce livre, qui est peut-être encore dans son ordinateur, j'avais même écrit que c'est Monseigneur Fellé qui signerait. Donc, il n'y a pas de surprise. Et ce Labézens, donc, vient me casser les pieds. Alors, et me dit, je vais te flageoler sur mon bulletin, parce que j'ai osé dire à monsieur Labézens, écoutez monsieur Labézens, moi, dans la situation de leur présente, je ne veux pas juger de l'état de l'Église, de l'état des chapelles, des prêtres, je veux pas, chacun doit se démerder, de toute façon, le Titanic, il est au fond. Je connais pas le meilleur radeau de sauvetage, je connais pas le meilleur orchestre, je sais pas qui chante le mieux le credo, je sais pas qui c'est qui fait les meilleurs sermons, mais j'ai dit quand même, monsieur Labézens, je suis un petit peu étonné que vous disiez à tout le monde que c'est le temps de l'antéchrist, c'est votre problème, que l'antéchrist va faire un carnage parce que demain matin, il y a Enoch et Élie qui arrivent et qui va convertir le monde actuellement. Moi, je ne crois pas qu'on soit à cette situation-là, mais voilà, attendez l'antéchrist si vous voulez. Moi, j'ai la foi, l'espérance et la charité de revoir peut-être le règne social de notre Seigneur, ou que mes enfants le verront. Et il me dit, et je lui dis gentiment, monsieur Labézens, avant de condamner ceux qui demandent la communion, souvenez-vous quand même que vous avez demandé le Saint-Sacrement. Et il me dit, Denis Stoffellement, bien entendu, il m'attaque sur ma vie personnelle, ça, c'est le tarot habituel. Il n'y a pas de problème. Sauf, monsieur Labézens, j'affirme, la main sur l'évangile, et faites-en autant que vous avez demandé à monsieur l'abbé Maury de vous mettre à disposition le Saint-Sacrement chez vous, et qui vous l'a refusé pour des questions canoniques. Dans votre petit orgueil de petit coq qui se croit pour un grand théologien, monsieur Labézens, je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai vu ce que vous avez écrit là, ça m'a rappelé un jour saint Thomas d'Aquin qui est allé voir à la fenêtre une vache qui volait. Parce qu'un postulant lui avait dit, frère Thomas, venez voir, il y a une vache qui passe devant la fenêtre. Et saint Thomas, il y est allé, c'est une histoire vraie. Et le postulant a rigolé, le plus grand théologien de son temps, qui va voir une vache qui vole à la fenêtre. Et saint Thomas, lui, il a répondu, j'aurais plus pensé qu'une vache puisse voler qu'un dominicain mentir. Alors, monsieur Labézens, ne m'obligez pas à en rajouter, sinon je vous parlerai de l'abbé Ziegler, et puis éventuellement de la gifle que vous a donnée un jour le père Barbara, parce que vous étiez un petit peu présomptueux. Et si monsieur, monseigneur Lefebvre, vous a foutu à la porte des connes, il avait tort. Canoniquement, il avait tort, mais cette amertume que vous avez, hein, vous n'êtes pas obligé de la partager. Essayez de pardonner, apaisez votre âme, redevenez tranquille, retrouvez la foi, l'espérance et la charité, mais faites bien attention quand vous me traitez de menteur. Faites très attention. Je vous avais prévenu, je rends toujours les coups, monsieur Labézens. Alors, vous m'avez gentiment envoyé votre bulletin, où vous m'avez remercié d'avoir été un excellent mécanicien à votre service. Alors, je vous en prie, soyez au moins qu'un pitoyable théologien. Voilà. Je vous salue bien, monsieur Labézens. Alors, c'était un petit cadeau. Donc, pour en finir, je tiens à prévenir que dans cette situation catastrophique, dans cette catastrophe, l'effondrement que j'ai expliqué dans ma série L'Apocalypse, oui, pour moi, l'Église aujourd'hui, c'est un cénotaphe. C'est un cénotaphe. Et moi, j'ai la foi,
j'ai l'espérance, j'ai la charité, à travers toutes les études que j'ai faites, que cette Église, on va la revoir. Je l'ai expliqué, j'en suis à 42 épisodes, et je vous ai demandé, monsieur Labézens, au lieu de vous taper la pignolade du grand théologien, de me relever sur une hérésie que j'ai dit en 42 épisodes de 40 minutes en moyenne. Monsieur Labézens, vous, le grand théologien, répondez à ma question. Donnez-moi une hérésie que j'ai dite quand j'ai cité tout ce que j'ai dit, parce que j'en ai dit des bêtises. Hein. Alors, vous devez avoir que l'embarras du choix. Et au fait, je vous signale également, parce que tellement j'ai pas cru que vous pouviez sortir cette énormité, que j'ai même le témoignage de quelqu'un sur son lit de mort vous concernant. Et puis j'en ai d'autres que je peux faire signer, monsieur Labézens. Alors, vous savez ce que vous faites, monsieur Labézens? Vous restez avec vos élus qui vous écoutent, les cathares des temps modernes, les purs, les parfaits, hein, et laissez-nous, pauvres gens, stupides, parce que Pierre, franchement, nous, si on ne lance pas l'opération Saint-Disma, on est foutus. Tout à fait. On est mort. On n'a aucune chance de s'en sortir. Vous voyez, nous, on n'est pas des héros. Moi, je vais vous dire, monsieur Labézens, hein, ils arrivent là, ils me coupent un petit doigt, c'est fini, je suis plus catholique, moi, je suis pas impur, je suis pas fort, je suis pas extraordinaire. J'espère juste que le bon Dieu va venir en aide, parce que là, franchement, et comme je dis, et le message d'espoir que je donne à tout le monde, ah, on a un spectateur insatisfait. Oui, Cujo, non, mais il est d'accord, Cujo, il signifie son approbation, il est d'accord aussi. Il est d'accord aussi? Oui. Donc, en fait, dans ce panorama si sombre, on va s'en sortir, mais pas parce qu'on est des grands théologiens, pas parce qu'on est des grands saints, pas parce qu'on est des grands catholiques, parce qu'on espère de l'aide. Voilà. Et pas pressé d'avoir... Alors, je signale, monsieur Labézens, etc., quand je vous dis que vous essayez d'empêcher les jeunes de se marier, qu'un jour, on a eu un petit débat, il me semble, et les deux mariés en question, si j'ai bonne mémoire, s'appelaient Bruno et Catherine. Je ne dirai pas le nom de famille, mais n'insistez pas, rappelez-vous que vous étiez filmé. Je vous salue bien. Bon, alors maintenant, je laisse la parole à Pierre. J'ai fini avec les cathares des temps modernes. Bon. Alors là, comment est-ce qu'on peut terminer ça? Parce que je crois que tous nos sujets ont été abordés. Regarde, juste en passant, Denis, c'est une perte de temps d'apprendre le grec ancien? Écoute, je vais te raconter une Fioretti, pour finir. Je vais te raconter une Fioretti. Bon, j'avais passé un certain temps, donc long, avec monsieur l'abbé Maury, donc avec qui j'avais des longues discussions. Et un jour, où je voulais écrire le complot mondial, mythe ou réalité, je me suis dit, oh, j'ai une version espagnole de Concerto in Roro Mayor, qui est l'interrogatoire de Gabriel Rakowski, et j'ai dit ça, il faut que les gens ils le lisent. Donc, j'ai tensé Jacques Delacroix, j'ai commencé à faire comme d'hab, un synopsis, machin, faut parler de ça, etc., faut mettre ça là, comme on fait dans tous les bistrots, tu vois bien comment je fais, Pierre. On va présenter le truc comme ça. Et je vois l'abbé Maury qui avait une bibliothèque monumentale, microfichier. Et il me dit, j'ai dit, écoutez, j'ai ce témoignage, je parle espagnol, je le comprends, mais bon, je ne peux pas le traduire correctement, décemment. Et il me dit, ben, si vous voulez, je crois qu'il me dit, je l'ai en italien, un truc comme ça. Ben, j'ai dit, monsieur l'abbé, ça ne m'avance pas plus. Et il me dit, ben, quand même, Denis, vous lisez 3 pages en italien. Ça y est, vous parlez italien. Ben, j'ai dit, non, monsieur l'abbé, ni 3, ni 10, ni 100. Ah bon? Il était étonné. Ah oui, enfin, il faut que je signale quand même que lui, il lisait le grec ancien. Ah, ouais, il n'était pas gêné, grec ancien,
Un peu, vous savez, rappelez-vous de l'histoire de Saint Jérôme, vous voyez, ces génies catholiques, ces ermites, on ne sait pas pourquoi, qui avaient cette connaissance phénoménale, mais eux-mêmes ne savaient pas qu'ils avaient cette connaissance. Ils trouvaient ça normal de parler italien en lisant l'italien, de parler espagnol en lisant l'espagnol, et grec ancien en lisant du grec ancien. Ah, ils devaient travailler un peu quand même. Hein. Donc, je te conseille vivement le grec ancien, et tu verras, mais commence à connaître par cœur ton Nouveau Testament en français, avec les commentaires de Ménocus, avec les exégèses, et après, on ira scoltiner avec tous ces gens qui nous expliquent comment Saint Jean a écrit l'Apocalypse en grec et qu'est-ce qu'il faut comprendre qu'on n'a pas compris. Exactement. Voilà. Alors, moi, j'ai confiance en Saint Jérôme, j'ai confiance en l'Église qui m'a dit la Vulgate, c'est bon, et puis j'ai choisi, la Vulgate étant en latin, le révérend père de Carrière, parce que monsieur l'abbé Maury, quand je lui ai posé 5 fois la question, et chaque fois il me répondait quelle version je prends de la Bible, et il me disait toujours Denis, le révérend père de Carrière. Alors je lui dis pas, ouais mais la crampon, Denis, le révérend père de Carrière. Oui mais alors, non, Denis, le révérend père de Carrière. Voilà, c'est une Fioretti. Alors, je vous assure que toutes les carrières que j'ai trouvées, je les ai achetées. À l'époque, je les donnais à Emmaüs. J'en ai fait une collection. Tous les gens, t'as des sous, t'as pas des sous, combien t'as de sous? Tiens, je t'envoie une complète. Je savais plus où les mettre, j'en avais de partout. Alors bon, dépêchez-vous parce que maintenant, c'est plus difficile. Là. C'est un petit peu plus dur. La meilleure version de la Bible, c'est la Carrière, traduction française, la Carrière. Voilà, vous fatiguez pas. Donc, laisse tomber le grec. OK. On n'a plus le temps. Ah non, on n'a pas le temps, ça c'est clair. Voilà. Donc, on vous dit au revoir du bistrot. Je rappelle donc, si vous voulez, ceux qui veulent venir faire. Bon, j'avais dit aux gens, ouais, ceux qui veulent venir m'aider, c'était une boutade parce que là, on arrive au bout du chantier, quoi. C'est en hiver qu'on a besoin d'aide, c'est pas maintenant. J'ai dit non. C'était un petit peu une boutade. J'ai dit, ceux qui veulent venir m'aider dans les vidéos, c'était plutôt pour dire, écoutez, si vous avez envie de me poser des questions, bah écoutez, vous venez là. Si vous voulez, je vous file un appartement nourri logé au prix d'un Formule 1. Je ne peux pas faire moins, excusez-moi. Mais je n'ai pas besoin d'aide. Mais par contre, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez passer par là. Je vous promets, on vous aidera. Bon, ben c'est bien. On va terminer ça là-dessus. Bon, on termine ça là-dessus. Le barman, on n'a pas. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé quand même revoir. C'est dommage que tu ne l'as pas sous la main. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Ouais, je ne l'ai pas sous la main. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Ouais, c'est bon. Je peux le dire avant le bureau, là, on a mal fait la préparation. Donc voilà. Ça. Malheur à vous, scribes, pharisiens, sadducéens. Et on dit au revoir à tout le monde. Au revoir tout le monde, à la prochaine.